va poser la parole, si je peux me permettre, il y a du bruit, voilà, c'est pas grave, à Frédéric Hédon. Alors, lui, le grand intérêt, si je peux me permettre, c'est que il est sur toute la ligne. Et toi, je vais pas dire que tu t'autorises tout, mais t'as raison. Tu es pas seulement sur la prévention primaire, et c'est là où on voit finalement éclater c'est que tu t'occupes finalement des travailleurs, des salariés qui sont les salariés de l'université Picardie Jules Verne, de façon très personnelle, et c'est toujours une approche perso qui ensuite il peut généraliser. Son approche est assez géniale. À toi, Frédéric. Et nous, c'est plutôt une démarche individuelle. La première personne qui a été équipée, c'est sur ces deux photos-là, c'est une ancienne chercheuse. Donc on n'était pas vraiment encore sur l'exosquelette, mais c'était de l'assistance. Donc là, c'était un dispositif médical pour une personne en situation de handicap qui ne pouvait plus porter les éprouvettes parce que ça faisait 25 ans qu'elle fait des manips sous Sorbonne. Suite à un problème de santé, elle pouvait plus les tenir, elle les lâchait. Et donc avec elle, on a trouvé cette solution d'assistance musculaire. C'était le point de départ de notre travail. Donc c'est vrai qu'on fait un travail très individualisé. Et ensuite, on a eu une multiplication des pathologies professionnelles en tendinopathie des épaules. Et on a eu des personnels qui ont été opérés. Et à ce moment-là, avec eux, on leur a proposé nos premiers exosquelettes. Alors, je sais pas si on a... Ouais. Ce dispositif-là, c'est pour les épaules. Donc on a commencé à travailler sur les exosquelettes des membres supérieurs, exosquelettes passifs. Ensuite, grâce à cette démarche très individualisée à l'écoute des agents, on a pu aller en prévention primaire cette fois. Et grâce à un financement du Fonds interministériel d'amélioration des conditions de travail, on a repéré un certain nombre d'agents volontaires, 8 personnes volontaires à l'usage de ces dispositifs, volontaires qui avaient déjà vu leurs collègues utiliser cet exosquelette, collègue qui a servi à la promotion de l'usage. Ensuite, donc, on a fait des mini-ateliers, des formations, et bien sûr, on les accompagne, et on continue à les accompagner. Là, ces derniers jours, je continue, là, à 3 ans d'usage. Est-ce qu'ils les utilisent toujours? Est-ce qu'ils ont bien compris qu'ils étaient autonomes dans leur utilisation? C'est pas le hiérarchique qui leur dit d'utiliser, c'est eux qui décident pour telle ou telle tâche. Et le réglage aussi, c'est eux qui se sont vraiment appropriés l'outil. Et on a continué le développement de cette activité. Ah oui, il y a Frédéric qui est là, Frédéric Tellier. Donc tout ça, c'est avec un accompagnement dans le laboratoire de Frédéric où on teste nos exosquelettes. D'ailleurs, les premiers agents équipés ont été testés dans son laboratoire. Donc on a continué pour d'autres pathologies, puisque le point de départ, c'est toujours une situation de handicap. Donc on est passé aux exosquelettes du rachis cette fois, et ça c'était depuis l'apparition des premiers exosquelettes dans ce type en 2023, donc dont on les a mis en œuvre en 2024, toujours avec un accompagnement du laboratoire du professeur Tellier à l'Institut Ingénierie de la Santé de l'Université de Picardie, et on continue, bien sûr, il y a l'aspect, en fait, l'accompagnement, il y a une co-construction, c'est à la fois de l'équipe médicale, du psychologue du travail qui nous accompagne lors des formations, de l'équipe de Frédéric avec les étudiants du master, et puis les personnels. Et là, on en est au stade où c'est maintenant les agents qui nous les demandent. Ouais. Là, c'est génial. Hein. Merci Frédéric. Alors, oui, ce qu'on aime bien, si je peux me permettre, c'est que au début, pour nous, t'étais un peu une espèce d'ovni, parce que les premiers qui se sont occupés d'exosquelettes, c'était essentiellement, j'allais dire, des experts de biomécanique, c'était des ergonomes. La difficulté, si je peux me mettre, qui continue globalement là maintenant, c'est effectivement d'intégrer l'ensemble de disciplines. Et ce que tu dis, le vrai signe de réussite, c'est quand les gens demandent. Alors, toutes les boîtes peuvent pas faire ça. Et moi, je me souviens de la discussion récente que j'ai eue avec des très gros et qui nous disent, nous, c'est pas une réponse au cas par cas qu'il nous faut, c'est une réponse massive. Et donc, peut-être, justement, ce sera la question qu'on posera à Kevin. Comment est-ce qu'on peut faire cet équilibre entre, il faut pas forcer, mais en même temps, quand on a des populations importantes, et je dis notamment partout en France, hein, les populations au travail vieillissent, et donc il faut pouvoir le faire avant qu'ils aient mal, et donc ne pas être qu'en prévention tertiaire, qui est déjà vachement bien, mais vraiment en prévention primaire. Et ça, c'est vraiment le signe, et c'est la difficulté là-dessus. Merci, Frédéric, vas-y, ouais.
Attention, il y a des échecs. Hein. Bien sûr, on a des agents qui acceptent, qui sont volontaires, qu'on forme, qu'on accompagne. Puis au moment de l'accompagnement, on voit qu'il y a un échec de l'usage. Tout le monde n'est pas prêt à être autonome avec ce type d'outil. On ne peut pas le généraliser. C'est pour ça que l'individualisation, l'autonomie, le suivi, la co-construction avec l'usager, l'utilisateur, c'est très important parce qu'il faut accepter que certaines personnes n'en utiliseront jamais ou peut-être pas le bon modèle. On a eu un échec sur un agent, pourtant tout s'était bien passé, la formation, etc. Et au moment où on a voulu lui fournir l'exosquelette, il a refusé. Mais l'histoire n'est pas terminée. Peut-être je vous raconterai après la suite de cet agent que j'ai revu, où on en est avec lui maintenant. Ouais. Ça, bravo, et c'est très très bien. Alors,